mon beau-père m'a ri au nez, et m'a dit que je n'avais pas les moyens de me payer un avocat pour affronter son fils. Je l'ai regardé droit dans les yeux, et je lui ai répondu, « Vous avez raison. » Ce qu'il ignorait, c'est que j'avais déjà passé un coup de fil, et que l'homme à l'autre bout de la ligne s'apprêtait à entrer dans un tribunal, pour prendre tout ce que Richard Porter pensait posséder. Mais j'anticipe. Laissez-moi commencer par là où tout a vraiment débuté, il y a 18 ans, dans une vie que j'ai bâtie sur le silence. Je m'appelle Cassidy Porter. Pendant 18 ans, j'ai été marié à un homme nommé Ethan, et pendant toutes ces années, j'ai laissé sa famille croire que je ne venais de rien. Ce n'était pas un accident. C'était un choix, et c'était le mien. Je suis commandant dans l'armée de terre des États-Unis. J'ai passé ma vie d'adulte à suivre des ordres, et à en donner, apprenant ainsi que la personne la plus bruyante dans une pièce est rarement la plus dangereuse. J'ai appris la discipline, bien avant d'apprendre à tomber amoureuse. Et, quelque part en cours de route, cette discipline est devenue la seule armure qu'il me restait, dans un mariage qui, peu à peu, a cessé de tourner autour de moi. Nous vivions confortablement, sans extravagance. Je n'ai jamais voulu d'extravagance, mais un confort basé sur nos 2 revenus, qui nous permettait de garder une modeste maison de style colonial, en banlieue de Richmond. 2 voitures dans l'allée, et une cuisine où je préparais le dîner tous les soirs. Je n'étais pas déployé en mission. Je n'ai jamais mentionné, pas une seule fois, que mon nom de jeune fille avait une quelconque importance. Je n'en ai jamais parlé à Thanksgiving, je n'ai jamais corrigé personne lors des fêtes de fin d'année, et je n'ai jamais laissé entendre qu'il existait une version de ma vie, dont Richard Porter ne savait absolument rien. Richard est mon beau-père. 71 ans, retraité aujourd'hui. Bien que le terme « retraité » soit généreux pour un homme qui appelle encore le bureau 4 fois par jour, juste pour s'assurer que personne n'oublie quel nom est inscrit sur le bâtiment. Il a bâti une entreprise de logistique de transport, partant d'un seul camion en 1979, pour en faire une société qui vaut plus que ce que la plupart des gens verront en 3 vies. Et, quelque part au cours de cette ascension, il a décidé que l'argent n'était pas seulement un outil. C'était une preuve. La preuve qu'il était plus intelligent, plus dur, et meilleur que les gens qui l'entouraient. Dans son esprit, je n'ai jamais fait partie de ces personnes supérieures. Il me l'a dit plus d'une fois, toujours avec ce même sourire facile et tranchant. « Ta famille n'a pas grand-chose, n'est-ce pas, Cassidy ?» Il le disait à table, devant Ethan, ou devant ses amis golfeurs, comme si c'était un fait aussi évident que la météo. Et, à chaque fois, je souriais en retour, et je laissais couler. Les gens supposent souvent que ce genre de silence est synonyme de faiblesse. Ce n'est pas le cas. Parfois, le silence n'est rien d'autre que de la patience portant un déguisement. Je veux être honnête avec vous sur un autre point, également. Car cette histoire ne tient pas debout si je prétends avoir été une sorte de sainte, restant sagement dans mon coin, pendant que le monde me sous-estimait. Il y a eu des nuits où je me suis couché en me sentant plus petite que je ne l'étais réellement. Il y a eu des nuits où j'ai regardé mon reflet dans le miroir de la salle de bain, après les dîners de Richard, en me demandant à quel moment exact j'avais accepté de me rétrécir, pour correspondre à l'idée qu'il se faisait d'une épouse Porter. J'ai aimé Ethan, autrefois. Je veux que ce soit clair. J'ai aimé la version de lui que j'ai rencontrée quand nous avions 24 ans. Celui qui faisait 4 heures de route, juste pour me voir obtenir mon diplôme d'officier. Celui qui a pleuré, vraiment pleuré, le jour où je lui ai annoncé que je rentrais saine et sauve de mon premier déploiement. Cet homme a existé. Je vous promets qu'il a existé. Mais, quelque part entre l'argent de son père et sa propre ambition, cet homme a commencé à disparaître. Il a été remplacé par quelqu'un qui portait des costumes hors de prix, et qui a commencé à un peu trop croire en son propre reflet. La liaison n'a pas été découverte en un seul instant. Ce fut une mort à petit feu, par 1000 petites coupures, un parfum qui n'était pas le mien sur sa veste. Un téléphone qu'il a commencé à incliner loin de mon regard pendant le dîner. Un voyage d'affaires à Chicago, qui nécessitait bizarrement 4 jours au lieu de 2. Elle s'appelait Melissa Grant. 29 ans, elle travaillait dans la division marketing de son entreprise. C'était le genre de femme qui riait un peu trop fort à des choses qui n'étaient pas drôles, surtout quand elle savait que j'étais dans la pièce. J'en ai eu la certitude un mardi de mars, debout dans notre cuisine, mon téléphone à la main, en fixant un texto qui avait été envoyé au mauvais contact. 6 mots. 6 mots qui ont mis fin à 18 ans de mariage, dans le temps qu'il faut pour lire une phrase. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté.
Je suis resté là, en chaussettes sur le carrelage froid, et j'ai senti quelque chose dans ma poitrine devenir très, très silencieux, de la même manière qu'une pièce devient silencieuse juste avant l'arrivée d'une tempête. Ce qui m'a brisé, plus que la liaison elle-même, c'est ce qui a suivi. Le jour où j'ai appris que Richard était déjà au courant, et ce, depuis des mois. Au lieu de m'en parler, au lieu de montrer la moindre once de décence envers la femme qui s'était assise à sa table chaque dimanche, pendant près de 2 décennies, il avait regardé son fils dans les yeux en lui disant « Les hommes qui réussissent ont des besoins. Ethan. Sois juste plus intelligent la prochaine fois. Pas, arrête. Pas, tu es en train de briser ta famille. Juste, sois plus intelligent. » J'ai eu vent de cette conversation indirectement, par la propre sœur d'Ethan. Elle pensait que j'étais déjà au courant, et a laissé échapper l'information devant un café, comme si de rien n'était. Je me souviens avoir reposé ma tasse très soigneusement, de la façon dont on pose quelque chose quand nos mains ne sont pas assez fermes pour qu'on se fasse confiance. C'est à ce moment précis que j'ai cessé d'être surprise par quoi que ce soit venant de la famille Porter. Et c'est aussi à ce moment-là, que j'ai commencé à faire très, très attention. 3 semaines plus tard, j'ai trouvé le dossier. Il se trouvait dans le bureau d'Ethan à la maison, rangé dans un tiroir qu'il gardait habituellement fermé à clé, mais laissé ouvert parce qu'il était pressé ce matin-là. Les papiers du divorce étaient déjà rédigés, et déjà examinés par l'avocat personnel de son père, rien de moins. Il détaillait exactement comment il avait l'intention de repartir avec la maison, les comptes d'investissement, les voitures, la totalité, tandis qu'il ne me restait que ce que son dossier appelait généreusement un « soutien de transition raisonnable ». Je suis resté longtemps dans ce bureau, tenant entre mes mains des pages qui avaient été écrites sur ma vie, sans que je sois dans la pièce. Et voici la chose que personne dans cette famille n'avait encore comprise à mon sujet. Je n'avais pas peur. Je n'étais même pas particulièrement en colère. Pas de la manière dont on pourrait s'y attendre. Ce que j'ai ressenti, debout là, avec ces papiers à la main, ressemblait davantage à de la clarté. La même clarté froide et concentrée que je ressentais sur le terrain, juste avant d'exécuter un plan que j'avais déjà repassé 100 fois dans ma tête. Parce qu'il ne savait pas qui j'étais vraiment. Pas entièrement. Pas cette partie de moi que j'avais gardée soigneusement pliée pendant 18 ans, comme une photographie que je ne montrais jamais à personne. Il ne savait pas pour mon frère. Richard m'a appelé 2 jours après ma découverte de ses papiers de divorce, ce qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur sa certitude quant au fait que je n'avais absolument rien trouvé. Il n'a pas appelé pour prendre de mes nouvelles. Il a appelé pour organiser une rencontre. Et il a choisi l'endroit lui-même, un café près de son bureau. Le genre d'endroit avec des briques apparentes et des lattes à 8 €, le genre de lieu où il aimait faire des affaires, car cela lui donnait l'impression d'être toujours l'homme qui tirait les ficelles, dans chaque pièce où il entrait. Je suis arrivé la première. J'arrive toujours la première. C'est une habitude de l'armée qui ne m'a jamais quitté, contrôler le terrain, avant que quiconque n'arrive. Richard est entré, vêtu de son pardessus anthracite, celui qu'il mettait chaque fois qu'il voulait vous rappeler qu'il avait les moyens de s'offrir mieux que vous. Il s'est assis en face de moi sans me demander comment j'allais, sans un seul mot pour reconnaître que son fils avait passé la majeure partie de l'année à coucher avec quelqu'un qui avait la moitié de son âge. Il a posé son café sur la table entre nous, avec un petit tintement délibéré, comme s'il posait les conditions de la conversation avant même d'avoir ouvert la bouche. « Cassidy » a-t-il dit en croisant les mains. « Je pense qu'il est temps que nous parlions comme des adultes. » Je n'ai rien dit. J'ai découvert que le silence est le moyen le plus rapide de pousser certains hommes à remplir une pièce avec, exactement, la vérité qu'ils ont l'intention de cacher. Ethan a demandé le divorce, a-t-il continué, en observant mon visage pour y chercher une réaction que je ne lui ai pas donnée. Je sais que c'est difficile à entendre, mais je veux que tu comprennes quelque chose. Et je le dis parce que je tiens vraiment à toi. Tu ne vas pas gagner ce combat, et je préférerais que tu t'épargnes cette humiliation. Cette humiliation, ai-je répété. La maison reste à Ethan. Elle a été achetée avec un acompte de mon entreprise, elle est donc protégée. Les comptes d'investissement, c'est la même chose, structurés il y a des années, bien avant que vous ne soyez même fiancés. Pour garder les actifs familiaux séparés. Les voitures sont louées au nom de l'entreprise. Il énumérait tout cela comme une liste de courses, comme s'il l'avait répété devant le miroir ce matin-là, peut-être même plus d'une fois. Tu recevras une pension alimentaire transitoire raisonnable. C'est plus qu'équitable, compte tenu des circonstances.
Compte tenu de quelles circonstances, ai-je demandé. Et, pour la première fois, quelque chose dans ma voix a dû prendre un ton tranchant, car il s'est réellement arrêté. Compte tenu du fait que ce mariage est clairement arrivé à son terme, a-t-il dit prudemment, en reprenant contenance. Ces choses arrivent. Ethan subvient bien aux besoins. Il fera ce qu'il faut pour toi sur le plan financier, dans les limites du raisonnable. Je l'ai regardé pendant un long moment. J'ai pensé à tous ces Thanksgiving que j'avais passés à sourire poliment, pendant qu'il faisait des commentaires sur mes origines. J'ai pensé à la conversation que sa propre fille avait laissé échapper devant un café. Les hommes qui réussissent ont des besoins, sois juste plus intelligent la prochaine fois. J'ai pensé à ces 18 années passées à me faire de plus en plus petite, pour m'intégrer dans une famille qui avait déjà décidé, bien avant que je n'élève jamais la voix, que je n'y avais pas ma place. Et puis, Richard s'est penché en avant, posant ses avant-bras sur la table, et a prononcé la phrase qu'il attendait de dire, je crois, depuis le moment où il s'était assis. Soyons honnêtes l'un envers l'autre, Cassidy. Tu n'as pas les moyens de te payer un avocat capable d'affronter mon fils. Pas le genre d'avocat que cela exigerait. Mon équipe juridique a géré des affaires bien plus compliquées que celle-ci. Et ils enterreront n'importe qui que tu amèneras. Je ne dis pas ça pour être cruel. Je le dis parce que c'est tout simplement vrai. Il a souri après avoir dit cela. Pas un sourire cruel, exactement, mais pire que ça. Un sourire satisfait. Le sourire d'un homme qui croyait venir de me rendre service, en expliquant l'ordre naturel des choses à quelqu'un de trop naïf pour le comprendre d'emblée. J'ai senti quelque chose s'installer dans ma poitrine. Quelque chose de silencieux et d'immobile, de la même manière que l'eau devient immobile juste avant de geler. Vous avez raison, ai-je répondu. Richard a cligné des yeux. Quelle que soit la réaction à laquelle il s'était préparé, ce n'était clairement pas celle-là. Il s'attendait à des larmes, peut-être à de la colère, peut-être à des supplications. Il ne s'était pas attendu à ce que je sois d'accord, et pendant une brève seconde, quelque chose a vacillé dans son regard, qui ressemblait presque à de l'incertitude. Mais il a vite repris ses esprits. Les hommes comme Richard se reprennent toujours vite, car ils ont passé toute leur vie à s'entendre dire qu'ils étaient la personne la plus intelligente de la pièce, et le doute ne trouve jamais de place confortable pour s'installer dans un esprit comme le leur. Je suis heureux que tu comprennes, a-t-il dit, tendant la main vers son café, la satisfaction s'installant à nouveau dans ses épaules. Je sais que c'est difficile, mais je pense vraiment qu'avec le temps, tu verras que c'était pour le mieux. Je n'ai pas discuté. J'ai signé l'accusé de réception des documents qu'il avait apportés avec lui, juste là, à cette petite table, avec le mur de briques apparentes derrière nous. Et je l'ai regardé, me regarder les signer. J'ai observé ce petit triomphe intime traverser son visage, comme un changement de temps traverse un champ. Il pensait avoir gagné quelque chose. Il pensait que la femme assise en face de lui venait d'accepter silencieusement la défaite, de la même manière qu'il supposait probablement que toutes les femmes qui s'étaient assises en face de lui finissaient par le faire. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de faire. Ce soir-là, je me suis assise seul dans ma voiture, dans l'allée de cette maison que je n'étais pas sûr de pouvoir garder, et j'ai passé un coup de fil. Un seul. Mes mains étaient fermes, ce qui m'a un peu surprise compte tenu de tout le reste. La voix à l'autre bout a répondu à la deuxième sonnerie, familière, d'une manière qui a apaisé quelque chose de vieux et d'usé dans ma poitrine. Eh bien, a-t-il dit, avant même que je n'ai pu prononcer une phrase entière. Tu en as mis du temps pour me rappeler. Ouais, ai-je répondu doucement. Je crois que je suis enfin prête. Dis-moi tout. Je l'ai fait. Absolument tout. La liaison. Le montage financier caché, le petit discours de Richard sur les avocats que je ne pouvais pas me payer, chacun de ces mots suffisants. Il y a eu un long silence à l'autre bout, quand j'ai eu terminé. Le genre de silence que je reconnaissais depuis mon enfance. Ce silence qui signifiait qu'il avait déjà 3 coups d'avance sur moi, qu'il était déjà en train de construire, dans son esprit, quelque chose dont je ne voyais pas encore la forme. Cassidy, a-t-il finalement dit, et j'ai pu entendre le changement dans sa voix, quelque chose qui s'aiguisait sous son calme. J'ai besoin que tu me fasses totalement confiance là-dessus. N'engage personne. Ne signe plus rien, sans que je l'aie vu en premier. Et, quoi que tu fasses, ne leur dis pas qui je suis. Pas encore. Je ne lui ai pas dit qu'il n'avait pas besoin de me le demander. Je gardais ce secret depuis 18 ans. Qu'est-ce que quelques semaines de plus?
Les nouvelles vont vite, dans une famille comme les Porteurs. Et en l'espace d'une semaine, il semblait que chaque parent, chaque ami de la famille, chaque personne ayant un jour serré la main de Richard lors d'un gala de charité, connaissait l'histoire qu'il voulait qu'ils connaissent. Cassidy ne pouvait pas se payer une vraie représentation. Cassidy allait essayer de se battre seul, ou pire, avec un de ses avocats commis d'office débordés, qui ne gérait que des divorces à l'amiable, et rien de plus. Cassidy, la pauvre petite, ne comprenait tout simplement pas à quoi elle s'attaquait. J'en ai entendu parler indirectement, de la même manière que j'apprenais la plupart des choses sur moi-même dans cette famille, filtrées par quelqu'un qui pensait me rendre service en me prévenant. La cousine d'Ethan a appelé pour prendre des nouvelles, ce qui signifiait en réalité qu'elle voulait voir comment je tenais le coup, face à l'humiliation dans laquelle tout le monde supposait que je me noyais. Richard dit à tout le monde que tu te représentes toi-même, a-t-elle dit, sa voix mielleuse d'inquiétude, ne masquant pas tout à fait la curiosité qui se cachait dessous. Est-ce que c'est vrai? J'ai un avocat, lui ai-je répondu, et j'en suis resté là. Elle n'a pas demandé qui. Je n'ai rien ajouté. C'est devenu une sorte de schéma, au cours des semaines suivantes. Les gens pêchaient des détails, et je ne leur donnais rien à exploiter, ce qui, bien sûr, ne faisait que nourrir l'histoire que Richard était si impatient de raconter. Moins j'en disais, plus il supposait que je n'avais rien à dire. Richard, pour sa part, semblait s'amuser énormément. Je l'ai vu à la façon dont il se tenait, lors d'un barbecue familial, 3 semaines après notre rencontre au café. Il tenait sa cour près du barbecue, une bière à la main, racontant une histoire à ses amis golfeurs, qui s'est terminée lorsqu'il a jeté un coup d'œil dans ma direction, pour dire assez fort pour être entendu, certaines personnes ne savent tout simplement pas quand elles sont dépassées. Ses amis ont ri. Je n'ai pas réagi. Je m'étais déjà tenu dans des pièces bien plus dangereuses qu'un jardin de banlieue, à écouter des hommes qui pensaient que leurs mots pouvaient réellement m'atteindre. De son côté, Ethan avait engagé l'un des cabinets d'avocats en droit de la famille les plus chers de l'État, Whitfield et Marsh. Un nom que je reconnaissais, car ils avaient fait l'objet d'un article dans un magazine économique régional, pour avoir géré le divorce d'un célèbre propriétaire de franchise sportive locale. Richard s'était assuré que je connaisse ce nom. Il s'était assuré que tout le monde connaisse ce nom. C'était censé être intimidant, et pour la plupart des gens de notre entourage, j'imagine que ça l'était. Mélissa, de toutes les personnes possibles, a également trouvé le moyen de me provoquer. Je suis tombé sur elle une fois, tout à fait par hasard, dans une épicerie à 2 villes de là. Et au lieu d'avoir la décence de détourner le regard, elle m'a souri. Elle a vraiment souri, comme si nous étions de vieilles amies qui se croisaient, et a dit, « J'espère que tu trouveras quelqu'un de bien pour t'aider à traverser ça. Ça doit être si dur de faire ça toute seule. » Je l'ai regardée pendant un long moment, jaugeant la femme pour laquelle mon mari avait choisi de faire exploser 18 ans de ma vie, et j'ai répondu, « Je ne suis pas seul, mais merci de vous en soucier », avant de pousser mon chariot pour la dépasser. Elle n'a pas su quoi faire de cette réponse. Richard non plus, apparemment, car j'ai eu des échos, quelques jours plus tard, qu'il avait fait un commentaire lors d'un dîner, se demandant à voix haute ce que j'entendais exactement par là. Est-ce que je bluffais? Étais-je simplement trop fier pour admettre la vérité? Ou y avait-il quelque chose qui lui échappait? Je l'ai laissé se poser la question. Se poser des questions était bon pour lui. Se poser des questions était, franchement, le minimum qu'il méritait. Ce qu'aucun d'eux n'a vu, parce qu'aucun d'eux ne prêtait attention à moi, de la manière dont il prêtait attention à la version des faits de Richard, c'est que ma vie n'avait pas vraiment beaucoup changé au cours de ces semaines. Je me réveillais toujours à 5 heures, je courais toujours mes 5 kilomètres avant que le soleil ne dépasse complètement la cime des arbres. Je me présentais toujours à la base, et je faisais mon travail, qui n'avait rien à voir avec tout ça, former des soldats, examiner des rapports logistiques, assister à des briefings, qui exigeaient un niveau de concentration qui, honnêtement, était un soulagement par rapport à tout ce qui m'attendait à la maison. Il y a un étrange réconfort dans la discipline, en temps de chaos. L'armée vous apprend que la structure ne vous abandonne pas, simplement parce que votre vie personnelle a pris feu. Vous mettez une botte devant l'autre. Vous accomplissez le travail qui se trouve devant vous. Vous faites confiance au plan, même quand vous ne pouvez pas encore en voir toute la forme. Et chaque soir, après la course, après les rapports, après le dîner, seul dans cette maison qui ressemblait davantage à une salle d'attente qu'à un foyer, je recevais un appel téléphonique. Toujours vers 20 heures, toujours bref. « Comment est l'ambiance là-bas » demandait-il. « Confiante, bruyante,
exactement ce que nous voulons. Bien. Continue comme ça. Ne corrige personne. Ne confirme rien. Laisse-les construire l'histoire à laquelle ils veulent croire. Tu es presque prête? Une pause, et puis, avec ce qui aurait pu être la plus infime trace de sourire dans sa voix, il ajoutait, « Cassidy, je suis prêt depuis le jour où j'ai découvert ce que le père de cet homme lui a dit. Ça ne sera même pas serré. » Je le croyais. Je l'avais cru toute ma vie, d'une manière qui n'avait rien à voir avec ce divorce, et tout à voir avec qui il avait toujours été pour moi. La personne qui m'accompagnait à l'arrêt de bus quand j'avais 6 ans, et lui 12. La personne qui s'était assise avec moi dans la salle d'attente d'un hôpital, la nuit où notre mère a eu sa première crise cardiaque. La personne qui avait bâti une carrière entière, sur la simple et tenace conviction que la préparation l'emporte sur l'arrogance, à chaque fois. 2 soirs avant l'audience, il a appelé pour me donner une dernière instruction. Elle a été prononcée si calmement, qu'elle n'a presque pas semblé importante jusqu'à plus tard. Le tribunal est à 9 heures, a-t-il dit. N'arrive pas en avance. Pourquoi pas? Parce que je veux que Richard soit bien installé, à l'aise, et convaincu que personne ne viendra. Une autre pause, plus longue cette fois. Laisse-le profiter du silence pendant 1 minute. Ça ne durera pas. Le matin de l'audience, je me suis réveillé avant mon alarme, comme je le fais toujours avant quelque chose d'important. Je suis resté au lit quelques minutes, à simplement écouter la maison se tasser autour de moi, en pensant à quel point c'était étrange que ce soit, peut-être, l'un des derniers matins où je me réveillais ici. J'ai mis un tailleur bleu marine tout simple, rien qui ne soit conçu pour attirer l'attention, rien d'emprunté ou préparé à la hâte pour l'occasion. Je me suis regardé dans le miroir un instant plus long que d'habitude. Pas par vanité, mais parce que je voulais me souvenir exactement de ce à quoi je ressemblais, le matin où tout a changé, quelle que soit la direction que prendraient les choses. J'ai conduit jusqu'au tribunal toute seule. J'avais dit à Daniel de ne pas arriver en avance, et j'avais l'intention de suivre mes propres instructions, en arrivant avec peut-être 10 minutes de marge. Juste assez de temps pour trouver la salle d'audience sans me presser. Pas assez de temps pour m'asseoir, et laisser l'anxiété s'insinuer dans ma poitrine, comme elle en avait envie. Richard était déjà là quand je suis entré, assis de l'autre côté de l'allée, avec Ethan à ses côtés. Tous deux portaient des costumes sur mesure, qui coûtaient probablement plus cher que mon salaire mensuel. L'équipe juridique de Richard les entourait. 3 avocats de chez Whitfield et Marsh, tous avec des coupes de cheveux impeccables et des porte-documents en cuir. Le genre de présence conçue pour remplir une pièce, avant même que quiconque n'ait prononcé un seul mot. Richard s'est retourné quand je suis entré. J'ai vu ses yeux me dépasser, scrutant l'espace derrière moi, cherchant celui ou celle que j'étais censé avoir engagé. Quand il n'a vu personne, un petit sourire satisfait s'est dessiné sur son visage. Le même sourire que dans le café, mais plus large maintenant, plus confiant, comme un homme regardant un pari qu'il était certain d'avoir déjà gagné. « Je ne vois pas ton avocat, Cassidy, » a-t-il dit, sans baisser la voix, assez fort pour que la rangée derrière nous puisse entendre, et assez fort pour que 2 des avocats d'Ethan jettent un coup d'œil, avec un mélange de curiosité et de pitié. « Je t'avais pourtant prévenu. » Je me suis assise à ma table, seule, pour autant que les personnes présentes dans la pièce pouvaient en juger. J'ai posé mon dossier devant moi, j'ai croisé les mains, et je n'ai rien dit. Ce qui a semblé satisfaire Richard, encore plus que ne l'aurait fait une réponse. Le greffier a rappelé la salle à l'ordre. La juge Eleanor Whitman est entrée. J'avais entendu son nom mentionné 1 ou 2 fois en passant, une juge connue dans tout le comté pour être exceptionnellement perspicace, exceptionnellement patiente, et célèbre pour ne pas se laisser impressionner par les gesticulations théâtrales, d'un côté comme de l'autre de son tribunal. Elle s'est assise, a jeté un coup d'œil dans la salle, et l'huissier a commencé à lire le numéro de l'affaire pour l'enregistrement. Richard s'est penché vers Ethan, et a murmuré quelque chose que je n'ai pas pu entendre distinctement, mais j'ai vu la forme de sa bouche. J'ai vu la satisfaction confortablement installée sur son visage, et, l'espace d'un instant, je me suis autorisé à ressentir tout le poids de ces 18 années, assise face à un homme qui n'avait jamais cru, pas une seule fois, que j'étais capable de le surprendre. C'est à ce moment-là que la porte de la salle d'audience s'est ouverte. Je ne me suis pas retourné tout de suite. J'avais appris, il y a bien longtemps, que l'immobilité possède sa propre forme de pouvoir. Que la personne qui ne tressaille pas est souvent celle qui contrôle la pièce, même si cela ne semble pas encore être le cas. Mais j'ai entendu la porte,
j'ai entendu les bruits de pas doux et mesurés traversant le fond de la salle d'audience. J'ai entendu le rythme particulier de chaussures habillées, qui appartenaient à quelqu'un marchant comme s'il était le maître des lieux, où qu'il se trouve. Un homme, dans un costume gris anthracite foncé, s'est avancé dans l'allée centrale, portant un porte-document en cuir sous un bras. Sans se presser, il n'était absolument pas dérangé par cette pièce pleine de regards, qui s'était tourné pour l'observer. Il n'a pas regardé Richard. Il n'a pas regardé les avocats d'Ethan, même si quelques-uns d'entre eux se sont redressés sur leur siège, avec une lueur traversant leur visage, qui ressemblait presque à de la reconnaissance. Il a marché droit vers ma table, a posé son porte-document à côté du mien, et s'est assis près de moi, comme s'il avait été assis là toute sa vie. Richard souriait encore. Pendant peut-être 3 secondes de plus, il souriait encore, car il n'avait pas encore compris. Il n'avait pas encore fait le lien, entre l'inconnu qui venait de s'asseoir à côté de sa belle-fille, et quoi que ce soit qui devrait le concerner. Puis, la greffière a enregistré les comparutions, d'une voix plate et procédurière, de la façon dont les greffiers récitent des choses qu'ils ont dites des milliers de fois auparavant. Conseil du requérant, le cabinet Whitfield et Marsh, représentant Monsieur Ethan Porter. Conseil de la partie défenderesse. Elle a baissé les yeux sur ses notes, puis les a relevés. Maître Daniel Brox, représentant Madame Cassidy Porter. Ce nom a atterri dans la salle d'audience, comme une pierre jetée dans une eau calme. J'ai regardé la scène se dérouler par fragments, de la même manière qu'on observe le temps changer sur un long horizon. D'abord, le petit pli entre les sourcils de Richard, une lueur de quelqu'un essayant de situer un nom qui lui semblait lointain, et inconfortablement familier. Ensuite, l'un des avocats d'Ethan, le plus jeune, s'est penché vers son collègue et a chuchoté quelque chose d'urgent, les yeux écarquillés. Puis, l'avocat plus âgé à côté de lui s'est carrément retourné sur son siège, pour regarder l'homme assis à côté de moi, son expression passant d'une légère curiosité à quelque chose de plus proche de l'alarme. « Est-ce que c'est » ai-je entendu quelqu'un murmurer 2 rangées plus loin. C'est Daniel Brox, le Daniel Brox de l'affaire Harov. Le sourire de Richard n'avait pas encore totalement disparu, mais il était devenu fragile, incertain. C'était l'expression d'un homme essayant de maintenir une façade à laquelle son propre visage ne croyait plus. Il s'est penché vers Ethan, d'une voix âpre, en un chuchotement urgent que je pouvais à peine distinguer. « Qui est-ce » Ethan a secoué légèrement la tête, l'air aussi perdu que son père. Tous deux fixaient l'homme à côté de moi, comme s'il s'était matérialisé de nulle part. Comme s'il n'avait pas marché vers cette salle d'audience depuis 18 ans, attendant très exactement ce moment. Daniel n'a regardé aucun d'eux. Il a ouvert son porte-document, a calmement rangé ses papiers avec la précision tranquille d'un homme qui avait fait cela 1000 fois, et le ferait 1000 fois encore. Il m'a jeté un bref coup d'œil, avec la plus infime étincelle de chaleur dans les yeux, avant que son expression ne retrouve la neutralité posée qui sied à un tribunal. La juge Whitman a regardé la salle par-dessus ses lunettes, sentant, de la manière dont les juges expérimentés le sentent toujours, que quelque chose venait de basculer. « Maître Brox, a-t-elle dit, vous pouvez procéder à votre déclaration liminaire dès que vous serez prêt. » Daniel s'est levé, a boutonné sa veste, et s'est tourné pour faire face à la salle, avec la confiance calme et inébranlable d'un homme qui savait déjà exactement comment cela allait se terminer. « Je vous remercie, votre honneur, a-t-il dit. J'aimerais commencer par aborder les déclarations financières déposées par le requérant, car je crois que le tribunal les trouvera considérablement incomplètes. » Le visage de Richard avait pris la couleur d'un vieux papier. Daniel Brox n'a pas élevé la voix une seule fois au cours de l'heure qui a suivi, et c'est cela, plus que tout le reste, qui a le plus déstabilisé Richard. Je n'avais vu mon frère dans un cadre professionnel qu'une poignée de fois au fil des ans, généralement de loin, et une fois lors d'une conférence juridique à laquelle j'avais assisté presque par accident, alors que j'étais affecté près de la ville où il travaillait. Mais je ne l'avais jamais vu pleinement à l'œuvre, dans son élément, démantelant un dossier avec la précision patiente d'un homme qui démonte une machine pièce par pièce, pour montrer à une salle comment elle avait été construite pour les tromper. Il a commencé par les déclarations financières. Les avocats d'Ethan avaient déposé une déclaration de patrimoine standard, quelques semaines plus tôt. Le genre de document conçu pour paraître exhaustif au premier coup d'œil, mais qui s'effondre sous le moindre examen approfondi. Daniel l'a analysé devant le tribunal, ligne par ligne, avec calme et sans hâte, en sortant des documents qui contredisaient directement ce qui avait été déposé sous serment. Votre honneur, la déclaration du requérant mentionne le domicile conjugal comme un actif acheté entièrement par le biais de porteurs logistiques, structuré, selon le dossier,
comme une protection de l'entreprise, afin de le soustraire au partage lors de cette procédure. Il a fait une pause, laissant l'information faire son chemin avant de poursuivre. Cependant, les relevés bancaires obtenus par assignation montrent que 11 paiements personnels, totalisant un peu plus de 60 000 €, ont été effectués directement depuis un compte joint, détenu par M et Madame Porter, pour rembourser le capital du prêt hypothécaire au cours des 6 dernières années. Ce n'est pas une protection d'entreprise, votre honneur. Il s'agit d'un bien matrimonial entretenu conjointement, et présenté à tort comme quelque chose de totalement différent. L'un des avocats d'Ethan a commencé à formuler une objection. La juge Whitman a levé la main avant même qu'il n'ait terminé son premier mot. Ses yeux étaient toujours fixés sur les documents que Daniel avait soumis. Objection rejetée. Continuez, maître Brox. Il a continué. Il est ensuite passé au compte d'investissement. Ceux dont Richard m'avait assuré, autour de cela à 8 €, qu'ils étaient intouchables, structurés des années avant même le début du mariage. Daniel a produit des relevés de transfert, montrant que des fonds avaient été retirés de ces comptes, à 3 reprises distinctes au cours des 8 derniers mois. Chaque transfert avait été programmé dans les jours suivant le dépôt par Ethan de documents liés au divorce. Chaque transfert avait été acheminé via une société écran, enregistrée sous porteur logistique, mais contrôlé, selon les documents de signature, exclusivement par Richard. Ce n'est pas un incident fortuit, a déclaré Daniel. Sa voix ne s'est jamais élevée, ne s'est jamais teintée de colère, ce qui, d'une certaine manière, a fait atterrir chaque mot plus durement que s'il l'avait crié. Il s'agit d'un schéma de dissimulation d'actifs, initié par Richard Porter, exécuté avec la connaissance et la coopération directe de son fils, et planifié spécifiquement pour mettre les biens matrimoniaux hors de portée de ce tribunal, avant même que la requête n'ait été déposée. J'ai regardé le visage de Richard pendant tout ce temps. Il avait cessé d'avoir l'air suffisant quelque part autour du deuxième document. Au troisième, il a commencé à se pencher vers ses propres avocats, par impulsion courte et urgente, et je pouvais voir, à la tension de leur mâchoire, qu'ils n'étaient pas au courant, du moins, d'une partie de ce que Daniel présentait. C'était, m'en suis-je rendu compte, une forme de victoire silencieuse en soi. Richard n'avait pas seulement caché des choses à mon égard. Il avait caché des choses aux avocats même qu'il avait engagés, trop sûr de lui pour imaginer que quelqu'un irait un jour creuser assez profondément pour les trouver. Puis, Daniel a abordé le sujet de Melissa. Il ne l'a pas fait cruellement. Il ne s'est pas attardé sur la liaison en elle-même. Il n'a pas essayé d'humilier qui que ce soit avec des détails croustillants, ce que j'ai apprécié plus que je ne l'aurais cru. Au lieu de cela, il s'est concentré entièrement sur la piste financière, une carte de crédit d'entreprise délivrée au nom d'Ethan par le biais de porteurs logistiques, utilisée pour financer le bail d'un appartement au nom de Melissa Grant, ainsi qu'une série de cadeaux, une location de voiture et des vacances en Europe. Rien de tout cela n'avait été déclaré comme dépenses du ménage. Tout était enterré dans une catégorie de frais généraux, étiqueté « Relations clients ». Relations clients, a répété Daniel, laissant l'expression flotter dans l'air un instant, de façon sèche et précise. Votre honneur, j'invite le tribunal à examiner la pièce numéro 14, qui détaille ces dépenses particulières de relations clients, totalisant un peu moins de 94 000 €, au cours des 18 derniers mois. Quelqu'un dans le public a réellement ri. Un son court et involontaire, rapidement étouffé. La juge Whitman n'a pas souri, mais quelque chose dans le pincement de sa bouche suggérait qu'elle n'était pas non plus totalement insensible à la formulation. Les avocats d'Ethan ont fait objection. Ils ont contesté la pertinence, la tournure des phrases, et même la numérotation des pièces à un moment donné, s'accrochant à tout ce qui pourrait ralentir la dynamique qui se construisait contre eux. La juge Whitman a rejeté presque toutes les objections. Sa patience, face aux blocages procéduraux, s'amenuisait visiblement, au fur et à mesure que la matinée avançait. Richard, pour sa part, était devenu complètement silencieux au moment où Daniel a présenté les textos. Une série de communications entre Richard et Ethan, s'étalant sur près d'un an, obtenues sur assignation à partir du téléphone d'entreprise d'Ethan. On pouvait y voir Richard donner directement des instructions à son fils, comment structurer les transferts, quel compte utiliser, comment rédiger certaines notes internes pour éviter d'éveiller les soupçons du propre département de conformité de l'entreprise. Un message, lu à voix haute par Daniel avec le même ton régulier et posé qu'il avait utilisé pour tout le reste, a semblé frapper la salle plus durement que tout ce qui l'avait précédé. Richard l'avait écrit 8 mois plus tôt, déplace ça avant qu'elle ne devienne curieuse. Elle est intelligente, mais elle te fait confiance.
Sers-toi de ça. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine, quand Daniel a lu ce message à voix haute. Ce n'était pas de la surprise exactement, car une partie de moi avait toujours soupçonné que Richard voyait ma confiance comme une ressource à exploiter, plutôt que comme quelque chose qui avait de l'importance pour lui. Mais l'entendre lu dans un procès-verbal officiel du tribunal, avec ses propres mots, issus de sa propre écriture, était bien différent que de l'avoir soupçonné en privé, pendant des années. Mélissa était assise 2 rangées plus loin, et je l'ai entendue expirer brusquement, puis j'ai remarqué qu'elle s'essuyait rapidement les yeux. Que ce soit par embarras, ou par quelque chose de plus proche d'un sentiment réel, je ne saurais honnêtement pas le dire, et je me souciais peu de le deviner. Ethan refusait de me regarder. Il ne m'avait pas regardé une seule fois depuis que Daniel avait commencé à parler, les yeux fixés quelque part sur la table devant lui. Sa mâchoire se contractait, comme s'il mâchait des mots qu'il savait qu'il valait mieux ne pas dire à voix haute, dans un tribunal. Richard s'est penché vers son avocat principal, et a chuchoté quelque chose de cinglant, quelque chose qui a fait se raidir les épaules de l'avocat, avant qu'il ne se lève à demi pour s'opposer à la pièce suivante, avant même qu'elle n'ait été introduite. La juge Whitman perdait rapidement patience avec lui, ses réponses devenant plus courtes, plus sèches. Le ton si particulier d'un juge qui a décidé quelle partie de l'affaire elle juge crédible, même si la décision formelle n'a pas encore été prononcée. Au moment où la séance du matin a été suspendue pour une brève pause, l'atmosphère de la salle avait si complètement changé, qu'elle ne ressemblait plus du tout au tribunal dans lequel Richard était entré, 3 heures plus tôt. Souriant, certain, intouchable. Daniel a rassemblé ses papiers avec le même calme olympien qu'il avait maintenu tout au long de la séance. Il les a alignés soigneusement sur la table, et s'est tourné vers moi, pour la première fois depuis que nous nous étions assis. « Tu tiens le coup ?» a-t-il demandé doucement, juste entre nous. « Je vais bien » ai-je dit, et je le pensais plus que je ne l'aurais cru. Il a hoché la tête, satisfait, puis a jeté un regard de l'autre côté de l'allée vers Richard, qui était encore plongé dans une conversation tendue, chuchoté avec ses avocats, refusant de croiser nos regards. « Nous n'avons pas fini » a déclaré Daniel en se tournant vers moi, la voix assez basse pour que je sois la seule à l'entendre. Il y a un témoin de plus cet après-midi. Quelqu'un que Richard ne s'attendait sincèrement jamais à voir dans cette pièce. La séance de l'après-midi a repris à 13h30, et l'atmosphère du tribunal était différente de celle du matin. La nouvelle avait clairement circulé pendant la suspension de séance, car les bancs du public s'étaient considérablement remplis. Une poignée de personnes que je ne connaissais pas se sont glissées dans les dernières rangées, attirées, je l'ai supposé, par la version de l'histoire qui avait déjà commencé à circuler dans les couloirs du palais de justice. Richard avait l'air différent, lui aussi. La confiance qu'il avait portée tout au long de la matinée, la certitude aisée dans la carrure de ses épaules, s'était réduite à quelque chose de plus tendu, de plus fragile. Il n'arrêtait pas de jeter un œil vers la porte à chaque fois qu'elle s'ouvrait, comme un homme se préparant au prochain coup, avant même de savoir d'où il allait venir. Il n'a pas eu à attendre longtemps. Daniel s'est levé et s'est adressé à la cour. « Votre honneur, à ce stade, j'aimerais appeler Monsieur Gérald Finch à la barre. » J'ai observé le visage de Richard quand ce nom est tombé. J'ai vu une reconnaissance réelle et indubitable le traverser, suivie presque immédiatement par quelque chose qui ressemblait à de la terreur. Je ne connaissais pas ce nom moi-même, pas encore. Mais j'ai compris, rien qu'à la réaction de Richard, que peu importe qui était cet homme, sa présence dans cette salle d'audience avait une importance capitale. Gérald Finch s'est avéré être un homme trapu d'une 60aine d'années, aux cheveux grisonnants, portant un costume qui semblait un peu trop solennel pour lui, comme s'il n'avait pas souvent l'occasion de s'habiller de la sorte. Il s'est avancé vers la barre, avec les pas prudents et délibérés de quelqu'un qui, clairement, ne voulait pas être là. Quelqu'un qui gardait les yeux fixés droit devant lui, refusant de regarder vers la table de Richard, ne serait-ce qu'une seule fois. Daniel a d'abord posé les bases, sa voix toujours aussi calme et méthodique que durant toute la matinée. Gérald Finch avait occupé le poste de chef comptable financier de Porter Logistique pendant 19 ans, jusqu'à sa démission 8 mois plus tôt. Il avait supervisé les comptes même que Daniel avait passé la matinée à détailler devant la cour. « Monsieur Finch, a dit Daniel, pouvez-vous dire au tribunal pourquoi vous avez démissionné de Porter Logistique ?» Gérald s'est déplacé sur son siège, a jeté un bref coup d'œil à Richard, puis a détourné le regard. « On m'a demandé de structurer une série de transferts, qui ne me semblaient pas être des transactions commerciales légitimes. Pouvez-vous préciser ? Monsieur Richard Porter est venu me voir directement, à 3 reprises distinctes,
et m'a ordonné de déplacer des fonds de comptes associés aux investissements personnels d'Ethan Porter vers des sociétés holdings enregistrées sous le nom de l'entreprise. Il m'a demandé de coder ces transferts comme des dépenses opérationnelles. Je lui ai dit que je n'étais pas à l'aise de le faire, sans des documents appropriés prouvant un but commercial légitime. Il m'a dit. Gérald a fait une pause et, pour la première fois, il a regardé directement Richard, la mâchoire serrée. Il m'a dit que mon travail consistait à faire ce qu'on me disait, et non à poser des questions sur des affaires de famille. Un murmure a parcouru l'assistance. L'expression de la juge Whitman n'a pas changé, mais elle a pris une note, sans se presser, sur le bloc-notes devant elle. Daniel a guidé Gérald à travers chaque transfert, en croisant spécifiquement les dates, les numéros de compte, et les notes internes que Gérald lui-même avait fini par conserver discrètement. Une sorte de police d'assurance, une fois qu'il avait réalisé à quoi on lui demandait réellement de participer. « Pourquoi avez-vous conservé ces documents, monsieur Finch ?» a demandé Daniel. « Parce que je suis dans ce métier depuis longtemps », a répondu Gérald. « Et j'ai appris que, lorsqu'un homme vous demande de l'aider à cacher quelque chose à sa propre famille, tôt ou tard, quelqu'un viendra poser des questions. Je voulais être capable d'y répondre honnêtement, quand cela arriverait. Et ce jour est-il arrivé ? Oui, a répondu Gérald doucement. C'est aujourd'hui. Les avocats d'Ethan ont essayé de le déstabiliser lors du contre-interrogatoire, suggérant qu'il était un ancien employé mécontent, sous-entendant une sorte de rancune, ou un motif financier derrière son témoignage. Gérald a répondu à chaque question avec fermeté, sans être sur la défensive, et sans aucune des théâtralités que j'aurais pu attendre de quelqu'un soumis à ce genre de pression. Il a simplement répété calmement qu'il avait des documents pour prouver tout ce qu'il avançait, et que ces documents avaient déjà été versés au dossier du tribunal ce matin-là. Au moment où Gérald est descendu de la barre, Richard avait cessé, ne serait-ce que de faire semblant de chuchoter des instructions à ses avocats. Il restait assis, très immobile, fixant la table devant lui. Ses mains étaient jointes si fort que ses jointures en étaient devenues pâles. Ce qui s'est passé ensuite ne figure dans aucune transcription, ne faisait pas partie de la procédure officielle, mais je l'ai entendu clairement, assis assez près à notre table pour saisir chaque mot. Richard s'est penché vers Ethan, sa voix basse, mais tranchante, teintée de quelque chose qui ressemblait à de la vraie panique, perçant pour la première fois de la journée. « Tu m'avais dit que le comptable avait tout validé », a sifflé Richard. « Tu m'avais dit que c'était propre. »« Je t'ai dit ce que tu voulais entendre », a rétorqué Ethan, silencieusement mais avec fureur. « Parce que tu ne m'as jamais demandé, pas une seule fois, si c'était réellement légal. Tu m'as juste dit de le faire. Je protégeais cette famille. » « Tu te protégeais toi-même, » a dit Ethan, et quelque chose dans sa voix s'est légèrement brisé. 18 années de soumission envers son père, éclatant finalement au grand jour, dans le pire endroit possible pour que cela se produise. Tu n'as toujours fait que te protéger toi-même, et tu m'as rendu complice de tout ça. Richard s'est détourné de lui, la mâchoire serrée, et pour la première fois depuis que je le connaissais, j'ai vu sur son visage quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. Pas la peur de perdre de l'argent. Richard avait déjà traversé des revers financiers, et s'en était toujours sorti indemne. Cela ressemblait plutôt à la peur d'être enfin vu tel qu'il était, après des décennies à contrôler très exactement la façon dont les gens étaient autorisés à le percevoir. Mélissa s'était déjà éclipsée pendant le témoignage de Gérald, et j'ai remarqué que son siège est resté vide pour le reste de l'après-midi. Je suis resté assise tranquillement pendant tout ce temps, observant ces deux hommes, qui avaient passé des mois à me sous-estimer, se retourner l'un contre l'autre, dans une pièce pleine d'inconnus. Et j'ai ressenti quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir. Pas du triomphe exactement, mais quelque chose de plus silencieux que ça. Quelque chose de plus proche du soulagement. Le soulagement si particulier d'enfin voir la vérité se lever, dans une pièce où, pendant des années, seule la version de Richard avait été autorisée à exister. Daniel est retourné à notre table et s'est assis à côté de moi, l'expression posée, mais ses yeux portant la plus infime trace d'une certaine satisfaction, sous ce masque de professionnalisme. « L'affaire est pliée », a-t-il dit doucement. Richard vient juste d'être à court de personnes prêtes à mentir pour lui. J'ai hoché la tête, observant Richard de l'autre côté de l'allée. J'observais un homme, qui avait construit toute son identité sur le fait d'être intouchable, comprendre enfin, en temps réel, à quel point il était sur le point de tout perdre. Le tribunal s'est réuni à nouveau, après une courte suspension de séance, pour le verdict de la juge Whitman. Et je me souviens avoir pensé,
alors que j'étais assise là à attendre, à quel point c'était étrange. Qu'après tout ça, après 18 ans, après des mois de préparation silencieuse, la fin arrive dans une pièce aussi ordinaire, sous des néons, avec un greffier tapant régulièrement dans un coin, comme si c'était un mardi comme les autres. La juge Whitman n'a pas perdu de temps avec des théâtralités. Elle a parlé simplement, méthodiquement, de la manière dont j'imagine qu'elle avait parlé des milliers de fois auparavant depuis ce même fauteuil, bien que je doute que beaucoup de ses décisions aient eu autant de poids pour les personnes assises devant elle. Elle a conclu, sur la base des preuves présentées, qu'Ethan Porter avait sciemment participé à la dissimulation des biens matrimoniaux, en violation directe des exigences de divulgation financière, avec la direction active et l'assistance de son père, Richard Porter. Elle a ordonné un partage complet et équitable de tous les biens matrimoniaux, y compris la maison, les comptes d'investissement qui avaient été transférés de manière irrégulière, et une compensation supplémentaire. Pour tenir compte des fonds détournés vers ce que l'ordonnance écrite du tribunal a sèchement appelé des dépenses personnelles non divulguées. Elle a en outre ordonné qu'Ethan supporte l'intégralité de mes frais de justice, invoquant la nature délibérée, et la mauvaise foi de la dissimulation, comme motif de cette condamnation. Richard est resté pétrifié pendant toute la lecture du jugement, le visage pâle, les yeux fixés sur un point sur la table devant lui, qu'il ne voyait même plus, je crois. Quand la juge a terminé, et que la salle a commencé à se vider, je me suis levé. J'ai rassemblé mes affaires, et je suis sorti, avec Daniel à mes côtés, passant devant des rangées de personnes qui, le matin même, m'avaient vu entrer avec rien, et personne à mes côtés. Richard nous a rattrapés sur les marches du palais de justice, seul à l'extérieur. Ses avocats le suivaient à plusieurs pas de distance, lui laissant de l'espace pour ce qui allait se produire. Il avait l'air plus vieux là dehors, à la lumière du jour. Plus petit, d'une certaine façon, qu'il n'avait jamais semblé l'être de l'autre côté d'une table à manger. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» a-t-il demandé, la voix tremblante d'une manière que je n'avais jamais entendue venant de lui. « Pourquoi ne nous as-tu pas dit qui il était ?» Je l'ai regardé un long moment, en repensant au café, au dîner de Thanksgiving, et à chaque insulte silencieuse que j'avais ravalée pendant 18 ans. Et je me suis surprise à sourire, non par cruauté, mais parce que la réponse avait été là pendant tout ce temps, attendant très exactement ce moment. « Vous aviez raison, ai-je dit. Je n'avais vraiment pas les moyens de me payer un avocat comme lui. » Richard a cligné des yeux, la confusion traversant son visage. « Je n'ai pas eu à le faire, ai-je continué. Parce qu'il ne m'a pas fait payer un centime. »« Pourquoi pas ?» a demandé Richard, et je pouvais entendre, sous la question, un homme qui commençait enfin à comprendre à quel point il s'était lourdement trompé sur la personne qui se tenait devant lui. Daniel s'est avancé à mes côtés, et a posé légèrement une main sur mon épaule. Sa voix était calme, presque douce, la voix de quelqu'un qui avait attendu longtemps, pour enfin dire cela à voix haute, devant l'homme qui avait passé des années à sous-estimer sa sœur. « Parce qu'elle est ma petite sœur, a-t-il dit simplement. Et on n'envoie pas de facture à sa famille. » Richard n'a rien dit après ça. Il n'y avait plus grand-chose à dire, en réalité. Il est resté là, sur ces marches du palais de justice, la lumière d'automne tombant sur un visage, qui s'était construit pendant des décennies, sur la conviction que l'argent était la seule monnaie qui comptait dans ce monde. Comprenant enfin que certaines choses, comme la loyauté, la patience, et la force tranquille d'une personne qu'il n'avait jamais pris la peine de vraiment voir, ne pouvaient pas s'acheter. Ne pouvaient pas être prédites, et ne pouvaient pas être vaincues par une équipe d'avocats, aussi chère soit-elle. Ethan se tenait à quelques pas derrière son père, sans rien dire du tout. Ses yeux ont fini par croiser les miens, l'espace d'un instant, avant qu'il ne détourne le regard. Quoi qu'il ait pu vouloir dire, c'était clairement dérisoire, comparé à l'ampleur de ce qu'il avait fait. J'ai descendu ces marches, mon frère à mes côtés, pour me retrouver dans un après-midi ordinaire, avec des voitures qui passaient dans la rue, comme si rien d'extraordinaire ne venait de se produire. Et j'ai senti quelque chose s'installer dans ma poitrine, que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pas exactement une victoire, mais quelque chose de plus silencieux, et de plus permanent que ça. La paix si particulière, et durement gagnée, d'une personne qui a enfin cessé de se rétrécir, pour correspondre à l'idée qu'un autre se faisait de ce qu'elle avait le droit d'être. Je pense souvent à cette journée. Et ce que j'ai fini par comprendre, c'est ceci. Les gens qui vous sous-estiment le font rarement parce que vous leur en avez donné une raison. Ils le font parce qu'il est plus facile, pour eux, de croire en une version plus petite de vous. La version qui ne menace pas l'histoire qu'ils ont construite sur eux-mêmes.
vous ne devez à personne un aperçu de votre force. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est, tout simplement, de les laisser le découvrir par eux-mêmes. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, si une partie de celle-ci vous a rappelé votre propre force tranquille, ou un moment où quelqu'un vous a sous-estimé et où vous lui avez prouvé qu'il avait tort, en votre temps, j'adorerais en entendre parler. Laissez un commentaire ci-dessous, et dites-moi d'où vous regardez cette vidéo ce soir. Ça compte toujours plus que vous ne le pensez d'avoir de vos nouvelles. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, des histoires sur la famille, sur la justice, sur ce genre de courage silencieux qui n'a pas besoin de public pour être réel, assurez-vous d'être abonné, car nous avons encore tant de ces voyages qui attendent d'être racontés ensemble. Merci d'avoir parcouru celui-ci avec moi.